Salut à tous, et donc on a un bug de chatroom aussi en même temps, c'est merveilleux, c'est fantastique, j'espère que vous allez bien. Yo! Toi tu vois la chatroom sur ton... Parce que moi je l'ai ici. Toi tu l'as ici, donc du coup je vais aussi la mettre ici. Bon, bienvenue dans cet épisode numéro 115 de Bits, le temps que Cédric dégaine une chatroom. Qui commence mal. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, hein, ça fait 2 semaines entre les vacances, les avec Charlie aussi. Oh, RGB! C'est pas une infidélité. C'est l'épisode, c'est l'émission trop rare, voilà. C'est vrai, c'est une émission qui est aussi rare que les objets que vous dénichez dedans. Exactement, tout à fait. Bon, épisode 115 du coup avec Otake News, puisqu'on a plein de trucs à dépiler, et puis l'actu a été chargée et riche en ce moment. Yep. Et on a encore une fois de tout, on a du GAFAM, on a de l'électronique, on a de la voiture, on a de l'intelligence artificielle. Pour ne pas encore l'oublier. Parce qu'on a trop tendance à oublier l'intelligence artificielle de nos jours. Donc c'est à peu près le truc qu'on entend à peu près partout. Chaque épisode a sa si news. Si tu n'as pas, même le gouvernement, c'est-à-dire si tu n'as pas casé le mot intelligence artificielle dans une présentation ou un discours, tu as raté ton discours. Exactement, on est à peu près d'accord. Voilà. Et voilà, et on finira sur la plus belle image du jour, c'est parfait. Bon, on attaque de suite. Ouais. Alors on va parler du F dans le GAFAM, puisqu'on va parler de Facebook encore et toujours. Qui est, encore une fois, toujours plus transparent. Alors cette fois, c'est pas sur la libération de vos données personnelles, hein, partout. Ça va plutôt être sur son algorithme de publication au sein du feed. Donc vous savez, le fil d'actualité qui apparaît sur votre mur Facebook, que vous consultez régulièrement. Et en fait, ils ont proposé une nouvelle modification, une nouvelle fonction, qui va s'appeler « Pourquoi je vois cette publication ?» Alors vous saviez, vous avez déjà la fonction « Pourquoi je vois cette publicité ?» Oui. Pour expliquer un petit peu d'où vient les pubs par rapport à votre ciblage, les cookies, les machins, tout ça. Et ils ont rajouté du coup pourquoi je ne vois pas cette publication? J'y ai pensé. Parce que moi c'est souvent le cas. Pourquoi je vois pas les news de cette personne? Mais c'est ça. Carrément. Et non, il y a pas ça. Alors, pour l'instant, c'est dispo que sur l'appli mobile et aux US. Je pense que c'est pas encore totalement diffusé partout. Ça va permettre de savoir quoi? Ça va permettre de connaître l'origine du post. Est-ce que ça vient d'une page Facebook, d'un groupe, des amis, tout ça? Déjà, ça peut être pas mal. C'est pas toujours hyper lisible, donc c'est assez intéressant. Je vous mets en même temps la capture. Ça va également vous permettre d'expliquer pourquoi elle apparaît à ce niveau-là dans votre fil d'actualité, puisqu'en fait, vous le savez peut-être pas, mais le fil d'actualité n'est plus chronologique depuis une éternité. Oui. Donc il y a un classement qui est fait. En fonction de plein de critères, et du coup ça va expliquer un petit peu ces critères-là, donc la fréquence d'interaction, le nombre de fois où tu as été cliqué sur un post qui est dans ce groupe-là, du coup il va t'afficher les prochains posts de ce groupe plus en haut que le reste, ou l'interaction avec des contenus similaires. Facebook fonctionne très très mal en ce moment. Ouais, c'est... oui. Dans les groupes en particulier, t'as souvent, quand tout à l'heure j'ai posté un sondage dans le groupe du handball pour savoir qui était là à l'entraînement demain, et je vois plus le sondage, parce que je l'ai posté il y a 2 jours. Entre temps, il y a eu 2 posts de fait, je vois que les 2 derniers posts, et en bas, il n'y a plus rien. C'est étonnant. Mais c'est assez étonnant. Donc, bref. Oui, Virtanas, effectivement, le fil d'actualité, il a été chronologique au tout début. Hein, c'est pas resté très très longtemps. Même au tout début, il y avait un is avant. Un quoi? Un is. IS. Oui. À chaque fois, on disait, c'est quoi ton is dans Facebook? En gros, c'était à chaque fois, quand tu postais quelque chose, c'était Cédric is... Parce que là, en plus, tout était en anglais. Vraiment, au tout début, moi, quand je me suis inscrit, c'était comme ça. Et tu devais, je sais pas moi, eating chocolate, tu vois, ou j'en sais rien. En fait, Facebook, c'était le réseau de ce que tu fais maintenant. Instantané. Ouais. C'était ça, en fait, le truc. Et ils ont enlevé le fameux is. Ça avait fait d'ailleurs pas un scandale, mais presque à l'époque. Putain, mais je me rappelle plus. Je n'avais pas utilisé ça, mais... mais c'était, en fait, par défaut, c'était ça. Quand vous postiez un statut, il y avait toujours, ça mettait toujours Cédric is... Mais là, tu peux partager ton humeur, ton état, ton humeur. Mais oui, mais ça a changé. Ils peut-être remis après. Tout début, c'était ça. Ok. Bon, alors du coup, tu peux comprendre un petit peu comment ça apparaît, dans quel ordre, et tu peux aussi interagir sur l'ordre. Du coup, tu peux leur dire, je vais rajouter un peu de contrôle. Alors, ils expliquent, oui, on a fait des tests avec des groupes utilisateurs, machin. On s'est rendu compte que juste afficher ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi leur donner un peu de contrôle, donc on a rajouté ça. Tout le détail, vous l'avez sur un blog sur le blog de Facebook. Voilà, sur un post de blog de Facebook directement. Bon, ça c'est intéressant, ça permet d'expliquer un petit peu le contenu de votre feed quand même. Et ça reste dans la mouvance d'expliquer et d'éviter un petit peu la diffusion de tout ce qui est fake news. Bon, c'est pas trop mal quand même. Et puis, ce qui est intéressant quand même, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne l'algo de Facebook. Moi, je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont aller analyser ça dans le détail pour essayer derrière d'aller contourner le système pour tricher dessus. Voilà. C'est comme ce dont on parlait ce matin, les groupes privés.
Ouais. Ils ont rajouté maintenant la possibilité de regarder, enfin de diffuser en direct que dans le groupe, et des gens diffusent des films. Voilà. Donc du coup, ils créent un groupe, genre les amateurs de, je sais pas moi, de Stanley Kubrick, et ben les gens votent, c'est ce qu'ils font, enfin c'est de la façon dont ça fonctionne, les gens votent pour quel film ils veulent regarder ce vendredi. Chacun amène un film, et on commence par tel ou tel film, et on se les regarde en stream. Normal. Voilà. Normal, c'est propre. On pourrait imaginer la même chose avec les fans du PSG qui regardent les films pour diffuser les vidéos valider des matchs. Les matchs, voilà, c'est ça. De manière totalement légale. Dans ton salon virtuel sur Facebook, mais c'est bien connu. C'est ta deuxième maison Facebook. Donc voilà. Bon, personnellement, c'est pas pour l'usage que j'en ai de Facebook que ça va me servir à grand chose, mais non, c'est pareil. Ça reste un côté un peu positif dans tous les merdiers qui sont en train de se prendre. D'ailleurs, il n'y aurait pas un groupe privé Game of Thrones, c'est ça. Hein. Je pense que tout le monde le cherche. Ça s'appelle le Slack de Renegade. Mais... Non, chut, faut pas dire qu'on le diffuse. Non, on diffuse pas. On peut pas, Slack, on ne peut pas diffuser. Si, mais uniquement pour les VIP. Ceux qui mettent plus de 10 € par mois sur le Tipeee. C'est pour ça que le Tipeee a augmenté. Ceux qui étaient là à la réunion hier, on dit... Oh, la semaine prochaine, tu vas voir le Tipeee, il va crever le plafond. C'est ça. Mais pourquoi? Mais ne vous inquiétez pas. Allez, on va cocher une deuxième case dans le bingo de la tech, puisqu'on va parler de Tesla. Ah, hop. Le T de GAFAM. Ah, non. Le T de GAFAM, non, il n'y a pas. On va parler d'autopilote et d'attaque de réseau de neurones. Ouais. Alors, il y a une petite diffusion d'un update sur les Tesla. Le Navigate on Autopilot, vous savez, la fonction de pilotage automatique de la Tesla, de conduite autonome, a été mise à jour pour gérer notamment le changement de voie. Donc jusqu'à présent, le changement de voie en fait était notifié et le conducteur validait ou pas l'action pour que la voiture change de voie, ou il pouvait carrément lui le faire manuellement pour que la voiture reprenne pas derrière le contrôle. Maintenant, ils ont basculé ça en l'inverse, c'est-à-dire que par défaut, elle signale qu'elle va changer de voie et elle va le faire, et tu peux, si tu le désires, l'enlever. Voilà. Alors, ça a l'air anodin comme ça comme mise à jour. Par contre, c'est totalement, c'est totalement important dans la migration de Tesla vers la conduite de plus en plus autonome. Et c'est un pas en avant pour dire, on est suffisamment confiant dans les algorithmes de la voiture et de la détection pour se dire que on peut se permettre de changer automatiquement de voie comme ça, sans avoir à demander une intervention humaine pour le faire. Pas mal. Ça, c'était la mise à jour. Donc, ça va être diffusé sur les Tesla. En parallèle de ça. Et je vous renvoie à un épisode de Bits précédent qu'on avait fait sur les réseaux de neurones et sur la compréhension du fonctionnement, qui s'appelait magiquement « Est-ce une baleine ou une batte de baseball ?» Il y a des chercheurs... Ouais, tu te rappelles de cet épisode, il était bien. Ouais. Il y a des chercheurs, du coup, qui ont travaillé à essayer de comprendre et de contourner en même temps le système de détection des voitures Tesla, oui. Et notamment l'autopilote, et en particulier le système de détection de la voie. Voilà. Oui. Salut. Et oui. Et alors, ils ont regardé comment ils se comportaient, notamment, donc, mais d'un point de vue boîte noire. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on se met du point de vue de l'extérieur, donc on regarde comment la voiture interagit et capte les événements extérieurs, donc notamment les caméras, les lidars et tout ça. Et on va essayer de voir comment on peut changer ce comportement-là. Donc, ils ont essayé de piéger ce système-là en intervenant sur les systèmes qui détectent les voies. Alors, les systèmes qui détectent les voies, c'est principalement des caméras qui vont regarder effectivement les lignes blanches, les lignes blanches, et regarder où elles sont. Alors qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de rajouter des bruits, des trucs sur la route pour essayer de contourner ça. Et ils se sont rendus compte au final qu'avec en allant bien précisément au bon endroit, ils étaient capables avec 3 petits autocollants, vous les voyez, les 3 petits trucs rouges là positionnés sur la route, à leurrer complètement l'autopilote et à lui faire changer de voie directement. Voilà, sans avoir le système de changement de voie automatique dont je viens de parler activé. C'est-à-dire que la voiture croit qu'en fait la voie est en train de tourner, donc elle suit la voie. Pour elle suit la voie. Ici, la voie. C'est complètement... Jacques a dit, change de voie. C'est exactement ça. Tourne. Donc c'est hyper balèze de leur part, et ça montre plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est pas complètement sécurisé ce système-là. C'est hyper dangereux puisque en faisant ça sur une voie à double sens, tu peux te retrouver à contresens sur la voie d'en face. Donc d'un point de vue conduite... Après, il faut quand même aller coller des autocollants sur l'autoroute. Bon, ouais, mais non, c'est pas l'autoroute, là, c'est des routes nationales, puisqu'en fait, tu peux l'activer. Oui. Mais il suffit qu'il y ait un con qui le fasse, tu passes plus tard, un jour, n'importe quoi avec ta Tesla, voilà, paf, tu te fais... tu changes de voie. Tu changes de voie et tu te fais tamponner directement. C'est assez impressionnant. Donc, ils rajoutent effectivement du bruit donc pour leurrer tout ça. Et alors, ils expliquent que c'est vraiment des changements qui sont minimes dans l'environnement. C'est-à-dire que vraiment 3 petits autocollants sur la route. Alors là, ils sont quand même un peu visibles. C'est-à-dire que l'œil nu, tu peux les voir. Si tu remarques sur le schéma, d'ailleurs, oui. Ils effacent aussi la ligne continue à droite. Complètement. Voilà.
pour que la caméra puisse plus voir la ligne continue, ils disent, oups, ça tourne. Ils ont pas besoin de le changer, en fait, ils font qu'avec les 3 sur la route. Ouais, en fait, ce qu'ils disent, ouais, c'est, ouais, enfin, ouais. Mais c'est pas aussi simple que 3 petits ronds comme ça, il faut vraiment bien les placer, etc. Et ça dépend vraiment du bigdon. Du positionnement. Oh putain, 100 €. Grégo Boule, merci, t'es fou. Grégo Boule. Toi, très bien, il m'a coupé dans mon élan, c'est fini. Il de dire merci Grégo Boule pour son don de 100 €. Comme d'hab. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Merci 1000 fois. Un don de ouf, exactement. Donc tout ça pour dire que c'est comme ce qu'on disait effectivement dans l'épisode précédent de Bits sur la reconnaissance d'image. Il suffit de changements bien placés dans certaines parties de l'image pour que l'algorithme, du coup le réseau de neurones, il interprète ça de manière complètement différente. Et ça a un nom, c'est des effets qui sont connus sur ce type d'algo, et du coup, ils sont pas du tout robustes à ce genre d'attaque-là. Et donc ils expliquent, ces chercheurs en sécurité notamment, qui expliquent qu'il y a un vrai travail à faire autour de la sécurisation de ça, notamment pour les voitures autonomes, et qu'on est encore loin d'avoir les algos suffisants pour rendre ça complètement sécurisé. Ils expliquent que par exemple, on pourrait très bien avoir un autre système parallèle à celui existant, qui en plus de détecter la voie, détecte qu'on n'est pas sur la mauvaise voie inverse, de manière complètement autonome. Voilà. Donc il y a des moyens qu'on pourrait aller chercher pour contrer ça, mais qui rajouteraient forcément de la complexité de calcul, de nouveaux capteurs, tout ça dans la voiture. Voilà. C'est quand même assez ouf. T'as vu toutes les vidéos de mecs qui reçoivent leur modèle 3 ? Bah... Ça fleurit tellement partout. Il y en a plein. Bah oui, mais c'est normal, ils essaient de... Ils en profitent aussi, Tesla, pour communiquer là-dessus. T'as vu aussi le gros défaut quand il pleut ? Le joint manquant à l'arrière ? Non, j'ai pas vu ça. Ah, ça, c'est énorme. C'est, en fait, si tu veux, à l'arrière de la Tesla, tu as un... alors, c'est pas un... Comment ça s'appelle ? C'est un coffre classique, c'est pas un haillon. C'est pas un haillon, ok, c'est une malle. C'est une malle. Et le truc, c'est que la malle est vraiment juste au bord de la vitre. Donc, quand tu ouvres, s'il a plu, par exemple, et que tu as de l'eau dessus, tu ouvres, ça se verse sur la vitre et ça rentre dans le coffre puisqu'il n'y a pas de rebord et de joint. Non, c'est vrai ? Si, ils ont juste oublié ça. Les mecs, ils font une voiture qui conduit toute seule. Tu pourrais dormir dans ta voiture, qu'elle t'amènerait à destination et tout. Par contre, ils ont oublié de rajouter juste un petit rebord pour récupérer l'eau de pluie. Du coup, si tu as des trucs dans ton coffre, tout est mouillé. Non, mais ça montre bien ce qu'était Tesla. Défaut de conception. Non, mais ça montre... Alors qu'à l'avant, tu sais, le coffre à l'avant, ils ont mis des petits crochets pour accrocher le panier. Des petits détails. Mais le joint, par contre, bon, ça... Mais ça montre bien ce qu'est Tesla, c'est-à-dire que c'est pas à l'origine un constructeur de voiture. Non. C'est d'abord un constructeur de systèmes embarqués, logiciels, etc. Et en fait, toute la partie électronique. Un détail. Et intelligent. C'est con. Voilà. Et quand tu oublies ce genre de détails, parce qu'après, tu vois, ils ont réinventé les poignées de porte, les machins, tout en appuyant sur un bouton. Over-engineering, et t'oublies le petit détail qui tue. Et t'oublies un truc, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, en fait. Il pleut pas en Comme nous dit Guillaume, il pleut pas en Californie. Mais genre, attends, c'est pas possible. Mais voilà, je vais annuler ma précommande, allez, c'est fini. Ouais, mais voilà, mais moi aussi. Hein. Ah, c'est bon, toi aussi. Il manque un joint, désolé. Non, c'est bon, j'en prends pas. Puis quand tu rajoutes le joint, c'est moche. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. S'il avait été conçu à l'avance, je pense que c'était bon, mais là... Non, sérieusement, tu regarderas la vidéo sur YouTube, tu vas te dire non. Le mec, en fait, il a un carton Amazon dans son coffre, il ouvre le truc, l'ouvre, verse sur le pare-brise, et ça retombe direct sur le carton, quoi. Propre. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment pour t'inciter à prendre une voiture. Non, mais n'importe quelle voiture, même ton Audi, ma Mini, peu importe, même une Dacia, tu ouvres le coffre, l'eau ne rentre pas dans le coffre. Non, c'est vrai. Tout est étudié, tu vois. Exactement. Donc, voilà. Les haters de Tesla sont contents, exactement. Voilà. Bon, on va parler de low-tech maintenant un petit peu. On va parler... L'eau, bah si, ça reste quand même beaucoup moins cher qu'une Tesla, c'est les Raspberry Pi, puisque la fondation Raspberry Pi a annoncé la sortie d'un clavier souris, et non pas d'un nouveau, pas d'une nouvelle carte comme ça, mais un clavier souris qui est plutôt mignon, moi je le trouve assez sympa, donc aux couleurs de la marque, le truc, blanc et rouge. C'est la même couleur que le boîtier, quoi. Ça reprend. Alors il y a deux coloris différents, il y a ce fameux blanc et rouge, et il y a le gris et noir, enfin noir et gris. Donc c'est les deux couleurs des boîtiers déjà existants qu'ils ont repris, leur thème de couleur. Donc c'est un petit clavier qui ressemble beaucoup au clavier de PC portable, donc c'est du chiclette et c'est des claviers à 78 touches. Hein, voilà, donc on est clairement sur un portable. Pas de pavé numérique. Quoi. Pas de pavé numérique. C'est dispo en QWERTY, UK US, et en AZERTY en français, et puis dans d'autres pays européens, allemands, italiens, etc. Donc ils l'ont vraiment localisé au pays, donc il y aura même des claviers AZERTY, hein, c'est ça qui est intéressant. Autre truc intéressant, bon il y a la souris, vous allez voir là, souris classique 3 boutons avec une molette, rien d'exceptionnel. Sur le clavier on va retrouver un truc intéressant, c'est un mini hub USB, plutôt pas mal, donc 3 ports.
donc un port pour connecter le clavier au Raspberry Pi et du coup 3 ports supplémentaires pour alimenter d'autres éléments, comme brancher la souris dessus par exemple. Comme on faisait sur les Mac à l'époque. Exactement. Je mets ça sur mon clavier Dell aussi chez moi, mais je m'en sers pas parce que le hub il est pas assez puissant. Ouais, je te dis ça parce que vraiment, dans les anciens Mac, t'avais un câble long sur le clavier. Oui, et sur la souris, t'avais 2 USB et la souris avait un câble court. Ouais, tu branchais sur le clavier, d'accord, ok. Voilà. Complètement, voilà, donc les deux coloris, on va continuer à mettre les images. Donc là, quand tu branches tout, ça fait à peu près ça. Ouais. Bon. Bon, c'est pas mal, ça reste c'est un mini ordinateur. Déjà, on les branche pas par en dessous comme chez Apple pour les charger. Donc... C'est vrai. Voilà. Il y a la petite touche sympa, la touche de la méta touche là qui reprend le logo Raspberry Pi. Ouais. Ah, c'est mignon, je trouve ça sympa. Et alors, ce qui est intéressant, avant que je fasse n'importe quoi, très bien, on va revenir là. Alors déjà, oui, j'ai oublié, c'est dispo à partir du 15 avril sur Qibi. Qibi, vous savez, c'est le revendeur de tout ce qui est Raspberry Pi et tout ce qui gravite autour. 18 € le clavier et 8,50 € la souris, à peu près. Donc ça va, c'est tout à fait honnête. C'est dans les gammes de prix de ce que tu peux trouver en petit clavier comme ça. Ouais. Bon, là, ça reste du clavier de bonne qualité quand même, hein, d'après les premiers testeurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon, c'est déjà dispo notamment en Angleterre, puisqu'ils ont ouvert une boutique, vous savez, à Cambridge, dans un mall, là, dans un centre commercial. Et du coup, les claviers, on peut déjà les acheter là-bas. Du coup, il y a des gens qui se sont amusés à bricoler un petit peu ça. Ils se sont rendus compte qu'en ouvrant un peu le clavier, tadam, donc c'est un clavier assez classique avec voilà une petite coque en plastique, on se rend compte, il y a quand même beaucoup de vide, surtout à gauche là, tu vois. Donc là, vous avez à droite la petite carte avec les ports USB. Ouais. Et à gauche, il y a une petite place qui est un peu vide là, qu'on pourrait récupérer. Du coup, si tu dégaines un petit cutter, là, tu vois, tu coupes un petit peu ça, tu te rends compte que tu peux facilement faire rentrer un petit Raspberry Pi 0 dedans, voire même avec une batterie. Ah et oui. Voilà, donc il y a des gens qui ont hacké ça pour ajouter le Raspberry Pi 0 dedans, une petite batterie lithium, une carte d'alimentation là que vous voyez qui est allumée en bleu là qui fait l'alimentation et la recharge de la batterie, un petit bouton de power et crac, tu te retrouves avec un Raspberry Pi intégré dans le clavier de manière totalement autonome. Et voilà. Ah, la propreté. C'est pas beau ça. Alors ils ont rajouté des petits trous là pour les différents ports. Port USB, port HDMI, tout ça. Voilà, la sortie HDMI, l'alimentation du coup pour recharger la batterie et tout ça direct, voilà. Propre. Et t'as un clavier tout propre comme ça, c'est magnifique. Et là tu branches à ton HDMI direct et c'est bon, tout est intégré. Cambridge Yuka ou Cambridge US Yuka, je crois. Non, je crois que c'est UK. Ouais, tu me jettes le doute, mais je crois que c'est UK. Et fact-checking en direct, je sais pas, voilà. Ça a l'air d'être UK, mais c'est pas grave. Je vous laisserai me corriger dans la chatroom, vous allez faire ça merveilleusement bien. Et ben voilà, c'est sympa. Moi je trouve ça plutôt sympa. Bon, j'ai déjà un clavier, donc j'ai pas... Non, mais là, l'idée d'avoir l'ordinateur tout dans le clavier... Alors j'ai pas fermé l'incruste. Ouais, l'idée d'avoir... C'est pas mal. Ça c'est plutôt sympa. Du coup, en mobilité, trimballer tout le clavier... Ouais, t'as le clavier, t'as tout ce qu'il te faut. Ça c'est cool. Nickel. Pas mal, pas mal. Ah, on va parler de Progressive Web Apps, encore une fois, sujet qui me tient à cœur, puisque je suis convaincu que ça sera une évolution des applications de demain. Et cette fois, c'est Chrome. C'est le turfu. C'est le futur. Non, ça va pas remplacer l'existant, mais ça va venir compléter et ça va devenir de plus en plus utilisé, je pense. Il y a qu'à voir toutes les applications qui tournent avec un moteur de Chrome encapsulé dedans, là, tu vois, les Slack, les Rambox, les machins, tout ça qui sont sur une base de Electron, pour ceux qui font du dev, ben c'est juste ça avant l'heure. Ouais. Voilà. Bref, alors qu'est-ce que c'est? On va parler de Chrome et des applications web. Alors vous savez, Chrome, c'est un navigateur web, mais c'est aussi en fait un conteneur d'exécution d'applications. Et quand vous ouvrez des pages web, il y a certaines pages qui vont fonctionner un peu différemment, qui vont enrichir le fonctionnement d'un site web, on va dire un peu classique, sous la forme de Progressive Web Apps. Progressive Web Apps, c'est un ensemble en fait d'API, donc de fonctions complémentaires qu'on va pouvoir proposer autour d'un simple site web pour pouvoir le rendre fonctionnel en mode déconnecté, donc gérer l'ensemble de ces ressources stockées localement, en cache, pouvoir gérer tout ce qui est notification, pouvoir gérer l'affichage en plein écran, donc faire disparaître la barre d'adresse et tout ça. Tout ça sont des fonctions qui sont maintenant nativement possibles dans le web, qui est standardisé, et que de plus en plus les navigateurs vont intégrer. Donc Chrome est le premier à intégrer ça, enfin je pense qu'il est le plus en avance pour intégrer tout ça. Je crois qu'il y a Twitter aussi qui est dispo d'ailleurs. Progressive Web App. Pour les Mac par exemple, c'est plus le client Twitter. Exactement. Et voilà, c'est plus léger tout ça. Alors plus léger, pas forcément, mais ça permet de mutualiser avec le site web.
Bon, voilà. Donc, Chrome Canary, donc la version, le canal le plus rapide, en fait, de développement de Chrome, intègre cette nouvelle fonction qui permet de rajouter, du coup, dans la barre d'adresse, là-haut, donc vous voyez juste à droite de l'adresse, un petit bouton avec un petit rond plus pour dire installer l'application. Donc là, vous pouvez installer Telegram, donc c'est encore tout petit. Donc ça, c'est l'application web, du coup, Telegram. Et du coup, quand tu cliques là-dessus, tu vas te retrouver avec une pop-up qui va te dire, voulez-vous installer l'application? Et quand tu valides, tu te retrouves directement avec une nouvelle application qui apparaît ici. Vous voyez mon magnifique bureau. Avec l'application qui s'ouvre maintenant plus dans le navigateur. Je confirme, c'est vraiment son bureau. Tu as une application dans sa propre fenêtre, donc avec un bandeau coloré en haut. Tu n'as plus tout le contour de Chrome. Il n'y a plus le contexte du navigateur. Il y a plus, voilà. Tu as l'icône sur le bureau, tu as l'icône dans la barre des tâches en bas qui apparaît, c'est la première, hein, tout en bas. Du coup, tu peux interagir avec exactement comme une application Windows classique. Donc l'épingler, rajouter un menu, déplacer, tout ça. Et ça se lance comme une application classique. Tu vois pas qu'il y a Chrome qui se lance. Donc c'est plutôt bien intégré, c'est plutôt propre. Ce qui va changer, c'est que dans la petite fenêtre là-haut, vous allez retrouver 3 petits points, vous savez, verticaux, qui est un menu dédié à la gestion des applications progressives, des Progressive Web Apps au sein de Chrome. Et notamment, c'est par là que vous allez pouvoir interagir avec la fonction de les paramètres de l'application, mais aussi pouvoir supprimer l'application, la désinstaller. Voilà. Donc, dedans, tu as la fonction désinstaller, donc tu peux supprimer l'application, y compris supprimer toutes les données qu'elle a pu gérer dedans. Voilà. Pas mal. Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est un autre moyen de packager des applications et de gérer un écosystème d'applications. Sauf que celui-là, il est multiplateforme directement. Puisque tu es juste basé sur le web. Donc il faut que tu aies Chrome, par contre. Donc là, en fait, plutôt que de te dire je dépends de l'OS, tu vas dépendre de l'existence du navigateur, de la présence du navigateur. Parce que pour l'instant, Chrome est le seul à être à ce niveau-là. Dans un futur du web, dans un Edge bientôt, évidemment, quelle belle transition pour la suite, mais dans un futur du web où tous les navigateurs implémentent ces standards des Progressive Web Apps, on pourra imaginer avoir les mêmes applications un peu partout. Et du coup, n'avoir qu'un seul développement à faire, à la fois pour cibler les sites web, les mobiles, puisque c'est également disponible sur mobile, et les différents OS bureaux. Voilà. Ouais, complètement. Plutôt propre. Et l'intégration est vraiment sympa et plutôt bien faite. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Exactement. Voilà. Alors, je vous ai mis ce site, je vous le remets ici quand même, j'ai oublié d'en parler, donc pwa.rocks, qui est un site qui recense en fait tout ce qui est Progressive Web Apps. Voilà, donc vous allez pouvoir... En plus, on peut en proposer des nouvelles, si on trouve des sites qui sont implémentés en Progressive Web Apps. C'est un moteur d'indexation. Tu peux naviguer, tu as des catégories, tu peux aller voir un petit peu tout ça. Celle de Geeking? Non, elle est pas... Ah, il a fait quoi Studio Renegade? Non, il a pas fait... Non, c'est pas une PWA, mais ça pourrait l'être. On pourrait imaginer en faire une, ça serait intéressant. Hop, on enchaîne en supprimant ça, voilà. On va parler de Windows du coup. Ouais, l'update. La May Update. Enfin, est-ce qu'elle sera disponible en mai? Mais oui. J'ai confiance. On prend les paris, allez. Déjà, c'est pas avril. L'année dernière, c'était avril. Hein. Là, ils ont dit c'est mai. Bah, ça s'appelle May Update. Donc, oui, mais... Moi, j'ai confiance. Mais est-ce que May va sortir en mai? Moi, j'y mettrai... j'y mets une pièce, allez, si tu veux. Ok. Hein? Alors, la May Update de Windows 10, alors il y a deux choses déjà. Mai 2020. Mai 2020, voilà. Mais non, ça s'appelle 19.05. 19.03. Pourquoi 03? Mais c'est 05. Elle s'appelle 19.03. Ah, pourquoi? Je sais pas. Parce que normalement c'est censé être le mois. Ça va être 19, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, parce qu'ils avaient dû la mettre pour le premier trimestre, ils ont dû la décaler, je sais plus. Ah. Non, mais c'est 19.03, je crois. Bref. Cette version est déjà disponible dans le canal Release Preview, donc c'est vous savez, on peut choisir quand on est Windows Insider, à quel rythme on veut récupérer les versions bêta de Windows, enfin les versions preview, puisqu'il y a plusieurs rythmes. Il y a le slow ring, le fast ring, et il y a le Release Preview, qui est ceux qui vont recevoir la mise à jour définitive une fois qu'elle est finie, mais avant ceux qui vont recevoir vraiment en production tout le monde. Donc c'est une vraie version RTM, donc Release to Manufacturer, qui est disponible, donc elle va pas bouger, elle est censée être figée. C'est la final build. Elle sera identique à celle qui sera diffusée le mois prochain. Il y a une nouveauté quand même qui a été annoncée dedans, c'est qu'on a... 19.03. Ah, merci. Non mais c'est bizarre parce que normalement elles sont... Mais parce qu'ils ont le rythme de Spring et Fall Update. Donc ils ont gardé le nom, mais c'est juste un nom. Ouais. Voilà, Slow Ring, Fast Ring et Ring, exactement. Merci Ghost Dragon pour cette... Et Box Ring. Et Box Ring, c'est ça. Donc, oui, il y a un truc qui a été rajouté aussi, c'est qu'on a la possibilité maintenant enfin, Microsoft va pas pousser à l'installation de cette mise à jour. Il va vous dire, il y a une nouvelle mise à jour disponible, vous pouvez l'installer, c'est des nouvelles fonctionnalités, mais sinon vous pouvez continuer à rester sur la version que vous avez et maintenir en fait votre version à jour avec juste les pages de sécurité. Donc ils vont moins pousser les nouvelles versions complètes
mais ils vont mettre ça plutôt en avant comme il y a des nouvelles features, vous allez pouvoir mettre à jour cette application, enfin mettre à jour Windows de manière plus globale. Ouais, donc le Windows Update va être mis à jour comme ça. En plus, j'avais toutes les captures, tu vois, j'aurais pu mettre le 19. Mais oui. Et là, il y a une très bonne blague de Lidrix. C'est comme le Brexit, elle sera repoussée tous les 15 jours. En fait, c'est la Brexit Update, la Theresa May Update. Oh, c'est bien ça. Ah oui, pas mal, pas mal. On verra. Non, moi je suis sûr que ça va le faire. Ok. Vas-y, mets les captures, voilà. Voilà, donc là, tu vois... Ouais, ça j'avais montré, il y a le feature update qui est nouveau avec... Voilà, donc le feature update pour dire, effectivement, je veux monter ma version de Windows 10 et du coup récupérer de nouvelles features, ou pas, donc je reste sur la version sur laquelle je suis, et ouais, du coup je prends que les mises à jour de sécurité. Je prends que les mises à jour de sécurité. Ouais, les patchs Tuesday, quoi. Exactement. 19.03, c'est en gros quand même, tu vois. Non, ou ça, je vois pas. Moi, je vois Toufi qui a donné 200 bits. Sérieux? Oh, c'est la fête ce soir. Alors, ce soir, c'est par centaines, hein, sinon ça marche pas. Exactement. Les follow, c'est également par centaines, hein, allez-y. Alors, bon, on va faire les primes, hein, par centaines. Indépendamment de ça, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette version? La première chose, c'est l'intégration d'un thème clair, officiel dedans. Voilà, Youpi, ça c'est indispensable. On va retrouver... Ah bon? C'est indispensable. Non, il y a le dark theme, maintenant ça me suffit. Ouais. Il y a la notion d'espace réservé, donc Windows va pouvoir bloquer. Il va pouvoir. Merci Virtanas, très bien, ça marche. L'espace réservé, donc c'est ce qui va être dispo pour Windows, pour bloquer en fait cet espace, pour pouvoir gérer lui-même ses fichiers, ses mises à jour, pour éviter qu'il se vautre si jamais il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La fonction sandbox. Donc on en avait parlé déjà, c'est la possibilité d'exécuter en fait des applications dans une sandbox qui est l'équivalent d'une petite machine virtuelle la plus légère possible, mais en tout cas complètement isolée et sécurisée, pour éviter de pourrir ton système. Donc, si tu as des applis dans lesquelles tu n'as pas trop confiance, genre tu veux juste télécharger un un truc, tu sais pas trop d'où ça vient. Voilà, justement, par exemple, si tu sais d'où ça vient, tu vas être sûr que ce soit pas une saloperie. Bon, voilà. C'est un bon cas d'usage. L'autre, c'est l'application que tu vas lancer qu'une seule fois parce que tu vas jamais t'en servir et tu veux pas qu'elle pourrisse le système. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, je pense qu'il est dispo que sur la version Pro ou Enterprise, je sais pas. Enfin, c'est vraiment sur les versions avancées. La fonctionnalité indispensable également, c'est pas celle-là, c'est la fameuse séparation de Cortana de la fonction de recherche. Wouhou! Donc Cortana va devenir de plus en plus isolée. Ouais, placardisée. Voire elle va sortir. être remplacée par notre ami. Elle va être remplacée par notre ami Bernadette. En tout cas, la fonction de recherche, vous savez, quand vous faites fonction Windows ou la petite loupe en bas, mais plutôt qu'ouvrir l'interface Cortana, on va se retrouver avec une interface de recherche comme on avait un petit peu avant dans le menu démarrer de Windows 7. Bah ouais. La présentation sera un petit peu revue également. Ils ont amélioré également la fonction de troubleshooting, donc vous savez, pour détecter et corriger les erreurs dans le système. Il n'y en a pas des erreurs dans le système. Avec une fonctionnalité proactive. Donc il va vous dire... Hein? Oui, c'est-à-dire que... Là, on sait que ça va merder, hein. C'est ça. Là, désolé, mais attention, on l'a testé ailleurs. Impact dans 10 secondes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Non, il va te dire, alors, ils vont pas attendre effectivement que tu viennes dire, j'ai un problème, tu peux m'aider? Il va dire, on a détecté que là, il y a un truc qui va sûrement ton driver Nvidia avec la dernière mise à jour de Skype. C'est le truc à Mais si, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils vont être capables d'aller faire ça maintenant. Très bien. Qu'est-ce que j'oublie encore? Ah, un truc indispensable aussi, le support des kaomochi. Vous savez, les émoticônes en plusieurs caractères, la japonaise, notamment le table flip et tout ça. Ah oui. Exactement, voilà. Super. Et l'amélioration du menu. Alors, je sais pas si vous connaissez cette fonction de raccourci merveilleuse qui s'appelle la touche Windows plus le point virgule, qui vous ouvre la pop-up des émoticônes dans Windows. Vous connaissez pas? Regarde, tu fais ça. Alors, faut se mettre dans un chat, tu fais ça, et hop, t'as la pop-up des chats. Wow. C'est un clavier, l'équivalent d'un clavier virtuel qui s'ouvre dans n'importe quelle zone de texte. Et c'est les émoticônes Unicode, en fait, qui apparaissent. Ouais, le renard dégueulasse et tout ça. Voilà, donc si tu fais ça, tu l'as dans le chatroom. Tu choisis les petits smileys, tac, 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 ça apparaît. Ou pas. Ou pas, parce que j'étais pas dedans. Voilà, je sais pas où c'est que j'étais d'ailleurs. C'est la barre de recherche. Tac, 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 et voilà. Et si tu fais ça, ça apparaît dans la chatroom, pour ceux qui me voient. Voilà, donc c'est Windows, point virgule, le raccourci magique, vous allez tous me remercier. Et ils vont améliorer ce menu pour rajouter d'autres émoticônes et pouvoir naviguer plus facilement dedans. Sinon, la touche Alt flèche droite, non, ça marche pas. Non, mais... Bon, très bien. Il y a aussi le Brightness Control, la gestion de l'interface. Alt F4. Ouais, très bien. Contrôle Alt Sup, enfin, merci, c'est très bien. Et ils vont du coup remettre un slider pour la luminosité, merveilleux. Putain, non mais là, ce truc-là, c'était vraiment débile. C'est-à-dire que c'était un bouton, tu sais, avec 25, 50, 75... Bref. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des trucs merveilleux là-dedans. Tiens, je l'ai même mis là, rien, tu vois tellement. Wow, it's a slider now, c'est merveilleux, c'est génial. Ah non. Très bien.
Les Non. pauvres, les pauvres, les pauvres. On en est là. Bon, moi, les choses qui vont me plaire dedans, qui sont aucune de ces Le thème choses-là. clair. Non. Ils ont retravaillé l'interface ligne de commande. Ah, alors vous savez, quand vous faites la commande DOS, la ligne de commande, ou le PowerShell, ou le Bash sur Windows, Ouais. tout ça, ça utilise la même fenêtre, qui est l'interface CLI, donc la ligne de commande, qui est un truc qui est daté d'il y a des années-lumière, c'est incroyable. Ah, c'est vieux. Ils l'ont complètement retravaillé. Alors, ils ont recréé une API avec une interface propre pour qu'en fait, tous ces systèmes-là viennent retravailler ça, et notamment, ils ont supporté les codes VT, pour ceux qui font du Linux. Ça a changé tout. Voilà, donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce qui va me plaire. Et ils ont aussi rajouté le support des .files, c'est des fichiers qui commencent par un point dans leur nom. Parce que dans Windows, ça marche vraiment pas bien. T'as des magouilles pour arriver à faire fonctionner, mais maintenant, ils vont vraiment le gérer, voilà. Et après, le dernier truc, pardon, c'est le montage et le partage de fichiers entre le sous-système Linux et l'Explorer Windows. Voilà. Donc, ils vont encore mieux intégrer le Ubuntu, le sous-système Linux de manière plus générale, et le système de fichiers de Windows. Voilà. Et j'arrête là pour la news Windows 10. Voilà, donc disponible le mois prochain. On y croit. Moi, je crois pas. Mais ok. Les points achetés Access, c'est exactement ça. Exactement. Les points achetés Access, c'était tellement pénible. C'est ça. Et tous les points, en fait, hein, notamment quand tu viens de Linux et du sous-système Linux, que si tu veux gérer ça, ils se sont rendus compte qu'effectivement, bah, c'est bien compliqué à gérer. Bref. On repart dans l'espace. Yeah. On part dans l'espace. Décollage immédiat. Vers l'infini et au-delà. On va parler des FAI de l'espace. Oh, putain. Et oui, parce qu'il y a une course en ce moment qui se fait, alors pas que pour envoyer des fusées dans l'espace et les récupérer, Salut Bromino. mais pour aller envoyer des satellites pour fournir Internet depuis l'espace. Et oui. Faire du satellite mesh. Du satellite mesh. Alors tout le monde va pas faire des comme ça. Non. Mais, Non. la mise à jour sera sûrement présentée à la MS Build, exactement. Il y a de fortes chances. Ouais. Ah bah on met. Alors, il y a une course qui est en train de se faire. Alors, il y a 11 acteurs qui sont en train d'essayer de peupler l'espace de satellites pour fournir Internet un peu partout. Peupler le mot. Hein. Ouais, non, oui, il y a beaucoup. Mais les principaux et ceux qu'on connaît et qu'on côtoie à tous les épisodes, c'est SpaceX, Facebook et OneWeb. OneWeb, on en a déjà parlé. Il est plus petit en fait que ces autres-là, mais il s'est dédié sur ce marché-là. Ils veulent vraiment vouloir couvrir la Terre entière avec des satellites pour diffuser à tout le monde Internet. Voilà. Et maintenant, Amazon s'est rajouté dans cette liste-là, puisqu'ils ont confirmé, il y a une fuite en fait par rapport à un dossier qui a été demandé à la FCC, puisque c'est la FCC qui régule ça. Voilà, la Federal Communication Commission, je crois. Et sous le nom du projet Kuiper. Voilà, donc cet astronome bien connu. Alors l'objectif de tout ça, c'est d'aller d'abord couvrir les zones blanches, donc plutôt qu'aller déployer des infrastructures et câbler des bobines de câbles et des kilomètres dans des pays qui n'ont absolument rien, on va plutôt déployer les satellites et couvrir du coup une zone plus rapidement et des nouveaux pays, etc. Ouais. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, ça va aussi leur permettre d'aller chercher des nouveaux marchés comme les nouveaux marchés émergents comme l'Afrique par exemple, parce que là on va pouvoir déployer extrêmement rapidement. Sans infrastructure. Va tirer du câble dans la cambrousse. C'est un peu ça, hein, c'est un peu compliqué, là, le territoire est très grand, très large. Ça va être aussi une autre façon de répondre à l'explosion du trafic Internet, puisque, vous le savez, plus il y a de tuyaux, plus on en fait passer dedans, et plus les vidéos, les qualités, les 4K, les machins, tout ça, ça explose. On pourrait éventuellement avoir avec un câble sous-marin qui pète, ou tu vois. Exactement. Et puis aussi, il y a un autre effet, c'est que maintenant, ça coûte plus si cher que ça d'envoyer des satellites dans l'espace. Non. Notamment des satellites de ça tous les dimanches. De petite taille. Toi aussi? Oui, dans le jardin avec avec des élastiques. Ouais, c'est ça. Ça marche pas mal. Des élastiques avec des bouteilles, tu sais, que tu mets sous pression et d'un coup. Ah ouais, toi aussi. Ouais, parfait. Impeccable, nickel. Donc voilà. Donc le projet de Amazon, ça serait de lancer des milliers de satellites, quelques milliers, hein, 3236. Tout va bien. En orbite basse, donc ils vont rester relativement bas, donc à 600 km à peu près, ce qui est déjà quand même pas mal. Et avec ces 3000 satellites et quelques à 60 km d'altitude, ils estiment pouvoir couvrir 95% de la population mondiale. Donc c'est pas rien. Bon, c'est quand même 3000 satellites. Mais pour couvrir quasiment toute la Terre. C'est pas dégueu. Du coup, même en traversant l'Atlantique, on aurait accès à Internet. Mais de partout. Oui, exactement. Solitaire. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Oui, je sais. Mais pas avec les mêmes. Ouais, l'idée c'est quand même de réduire les temps de latence en fait. C'est ça le gros intérêt.
Le défi. Alors, les concurrents d'Amazon sont qui? Ben, en OneWeb, hein, on en avait parlé déjà, donc sponsorisé par Richard Branson, hein, voilà. Eux, ils ont 600 satellites dans leur projet, mais eux en mesh, du coup, qui vont pouvoir communiquer entre eux pour diffuser à Internet, donc un petit peu comme le Wi-Fi mesh, même exactement comme le Wi-Fi mesh, mais à échelle plus grande. Échelle planétaire. Sauf que eux, leur déploiement, il a commencé. Il a commencé le 27 février, voilà, avec quelques premiers satellites qui ont été envoyés. Et Facebook également, ils ont le projet Athena pour faire la même chose, mais ils en sont pas encore là. SpaceX, ils ont le projet Starlink, qui porte bien son nom du coup, hein, les liens dans les étoiles, ils aiment bien avoir des noms comme ça qui partent. Starlink. Alors eux, c'est 12 000 satellites quand même. Rien que ça. Ouais, des micro-satellites, donc des CubeSats, c'est les plus petits qu'on peut envoyer. Et eux, par contre, ils souhaitaient faire de la communication, de la transmission par laser, entre la Terre et l'espace, un truc de malade. Et si tu réfléchis, le laser, et communication par image, c'est la fibre optique sans fil. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Il faut bien viser par contre. Hein. Ah, il faut bien viser. Ah, c'est une très bonne remarque. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on connaît déjà du Internet par satellite? Ben déjà, il y a l'orbite. Donc les satellites en orbite basse, ils sont quand même beaucoup plus bas que ceux qu'on avait l'habitude d'avoir, qui eux étaient envoyés en orbite géostationnaire. Donc là, tu vois la différence. Orbite géostationnaire, c'est à peu près 36 000 km d'altitude. C'est quand même beaucoup plus haut. Et c'est ce qui fait que on a de la latence, c'est que la distance est extrêmement grande, et du coup on se retrouve avec des latences de 700 millisecondes en moyenne sur une orbite géostationnaire. C'est énorme, hein, 700 millisecondes. C'est ce qu'on a aujourd'hui si on utilise du satellite pour avoir Internet chez soi. En orbite basse, donc là vous voyez LEO, Low Earth Orbit, on peut avoir, ils estiment, une latence de l'ordre de 20-30 millisecondes. Ce qui est totalement acceptable par rapport à ce qu'on a de l'usage classique d'Internet chez nous, en ADSL, sauf même pour jouer à SDSL. PUBG. Alors, on est un peu au-dessus de la fibre optique, mais c'est quand même largement acceptable pour des zones qui auraient vraiment rien. Un peu au-dessus, moi je crois que je suis à 1 ou 2 de ping. Hein. Oui, moi aussi. Ça dépend avec quoi tu ping. Hein. Oui. Après, il y a d'autres problématiques. C'est que si tu es en orbite basse, du coup, les satellites sont pas géostationnaires. Donc ça veut dire qu'ils tournent tout le temps. Donc ça veut dire que quand tu es à un endroit, tu captes un satellite, mais tu peux capter un autre. 10 minutes après, il est parti, c'est un autre qui passe. Et en fait, si tu fais le parallèle, c'est exactement la même chose que le réseau mobile. Donc c'est un réseau cellulaire. Ça veut dire que tu te déplaces, toi, d'une cellule à une autre. Ça c'est le réseau mobile. Voilà, donc quand tu te déplaces, ton mobile il capte une antenne puis une autre, donc tu te déplaces d'une cellule à l'autre. Sauf que là c'est l'inverse. C'est toutes les cellules qui se déplacent autour de toi. Donc ils ont cette problématique-là à résoudre, sachant que le satellite il se déplace très 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 rapidement. C'est de l'ordre de 10 000 km/h, je crois, cette orbite-là. Donc tu changes de satellite toutes les 10 minutes. Donc il faut gérer ce changement-là, cette bascule et le fait qu'on recapte tout ça. Donc recréer à une échelle beaucoup plus grande le réseau cellulaire mobile. Voilà. Et l'autre truc à travailler, c'est avec quoi on va communiquer au sol. Donc pour l'instant, ça sera pas un mobile, hein, ça va plutôt être une antenne fixe qu'on va mettre chez soi. Alors, une espèce de modem. Ouais, ça sera ça. Alors par contre, ça sera beaucoup plus simple que ce qu'on a pu connaître par la télé, par satellite et tout ça. Ça sera pas une grosse parabole à bien viser. Voilà, c'est les nouvelles antennes carrées plates, assez petites, hein, de la taille d'une boîte de pizza, que tu pourras positionner grossièrement sans viser précisément les satellites. Sans viser la Lune. Voilà, exactement. Voilà. Alors, je voulais faire un petit parallèle avec ça parce que y a beaucoup de gens qui se sont alarmés. Alors, la FCC régule tout ça, notamment pour donner des licences pour ces entreprises américaines avec le droit d'aller peupler l'espace avec des satellites. Puisqu'en fait, se dire, moi j'envoie 10 000 satellites, moi j'en envoie 3 000, moi j'en envoie 600, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de monde. Alors, tout ça, c'est régulé et la FCC gère ça aux États-Unis. Mais il y a quand même des choses compliquées, c'est que il y a des gens qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent le Kessler syndrome, qui est en gros un syndrome catastrophe qui viendrait à se dire si jamais il y avait un accident sur une orbite et que certains satellites devenaient se rentrer dedans, ça créerait suffisamment de débris en fait, une réaction en chaîne pour détruire d'autres satellites et du coup voir l'ISS, pourrir toute l'orbite. Alors là non, on est sur des orbites. Mais non, parce que il me semble que l'ISS fait partie des orbites basses. Hein. Non mais en fait il y a des alors c'est comme pour les avions, c'est-à-dire que t'as des routes et des différents étages et sur les orbites c'est pareil. Donc là ils seront dans l'ordre des 600 km, mais en fait ils ont chacun des orbites 300 et 500 km, 408. Voilà, donc ils seront un poil au-dessus. Mais oui, c'est absolument le scénario de Gravity. Mais attends, 600 c'est le max hein, pour considérer qu'on est dans la low. Et moi ce que j'avais lu c'est que les satellites allaient évoluer entre 300 et 600. Oui, mais ils vont tous avoir alloué une plage un peu comme les plages de fréquence dans lesquelles ils pourront mettre leurs satellites. Oui, SS et basse également, oui.
Mais ils seront pas sur les mêmes hauteurs. Mais ils sont entre guillemets dans la même zone de orbite basse, quoi, entre 300 et 600. Voilà, donc tout ça pour dire que 408. La FCC fait quand même très attention à ça et qu'on n'est pas encore là à faire ce changement d'orbite, ça voilà. peut vite arriver. Hein. Il suffit que un débris touche, qu'il y ait une accélération ou une décélération et hop, changement d'orbite pour l'objet. Et donc voilà, s'il y a une accélération, eh ben, on va s'éloigner de la Terre, puisqu'il va prendre de la vitesse. Et s'il y a une décélération, bon, ben, c'est l'inverse, il va tomber, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'en parallèle de tous ces envois de satellites, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à travailler à la collecte de tous ces déchets dans l'espace. Ouais, voilà. Les Japonais en particulier. Et les Japonais en particulier. Bon, enfin voilà. Et j'ai trouvé aussi, ces projets-là, c'est pas tout nouveau. Hein. Il y avait déjà plein d'autres entreprises qui ont essayé de le faire, et notamment Microsoft a essayé de le faire. Ouais. Enfin, Bill Gates avait essayé de sponsoriser un projet là-dessus il y a plus de 15 ans, je crois. Ils s'étaient complètement vautrés, d'ailleurs. Hein. Donc ils ont envoyé plein de satellites, mais ça n'a pas marché, leur truc. Madak, il dit, mais comment ça fonctionne cette histoire d'Internet? Je ne capte rien. L'idée, c'est que les satellites communiquent avec la Terre, hein, quand même. Bah oui, en fait. Avec, si tu veux, il y a une espèce de DSLAM géant. Il y a des DSLAM géants partout sur Terre qui communiquent avec les satellites, et les satellites communiquent aussi avec les... Avec chez toi. Avec chez toi. Voilà. En gros, les satellites servent juste d'antenne relais entre chez toi et le DSLAM sans fil. En fait, c'est comme si tu prenais une antenne 4G et que tu l'envoies dans l'espace. Voilà. C'est à peu près ça. Allez, on enchaîne, on revient sur Terre. on reste dans le sans fil. Merci pour le Twitch Prime, Grégoboul. Merci. Oui, on revient sur Terre. Grégoboul, ce soir, c'est ta soirée. Merci. Netflix qui abandonne AirPlay. Alors, je pense que c'est le premier épisode d'une bataille sans relâche que vont se mener Apple et Netflix. Suite à l'annonce, je pense, de Apple TV+, Netflix riposte. Ah, c'est donc pour ça? Non, j'y crois pas. Je pense que c'est ça. Netflix parce qu'ils ont dit. Riposte en dit. Non, ils ont pas dit ça. On va lire ensemble ce qu'ils ont dit. Mais Netflix a riposté en enlevant AirPlay de l'application Netflix. Alors, la raison officielle. Alors, je vous montre juste la petite image. Hein. Voilà. Comment utiliser mon appareil mobile pour regarder Netflix sur ma télévision. Voilà, sur iPhone. Donc, se connecter à la fonctionnalité Chromecast, anciennement Google Cast. Parce qu'évidemment, Chromecast, ça fonctionne. Hein. Se connecter avec le deuxième écran Netflix. Connexion à l'aide d'un câble externe. AirPlay n'est plus pris en charge. En raison de limitations techniques. Voilà, ça c'est ce qu'il y a écrit sur la fiche. Et alors ce qu'il dit, c'est: nous voulons être sûrs que nos utilisateurs profitent d'une excellente expérience. Ah merci, ils sont trop gentils Netflix. Avec l'arrivée de AirPlay sur les appareils tiers, il n'existe aucun moyen de différencier ces appareils. Est-ce une Apple TV ou non? Et certifier ces expériences. En bref, c'est une question de qualité vidéo. Netflix n'étant plus en mesure d'assurer qu'elle sera au rendez-vous sur un téléviseur compatible AirPlay, alors que c'était le cas avec l'Apple TV. C'est quoi ces arguments de merde? Ça s'appelle une excuse. C'est quoi cette excuse de merde? Non, évidemment que c'est faux. Enfin, c'est faux. Oui, c'est évidemment que c'est faux. Si ça fonctionne encore avec Chromecast, la qualité de Chromecast n'a rien à envier à la qualité de AirPlay. Et inversement. Enfin, surtout inversement d'ailleurs. Parce que quand je vois la qualité de Chromecast des fois, bon... mais sincèrement, enfin c'est du pipeau. C'est un gros jeu de pipeau que nous fait Netflix. C'est clairement politique. Ils commencent un bras de fer en fait. Ils commencent un bras de fer. Ils avancent leur carte. C'est ça. Plutôt ils les retirent. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est pour essayer de faire pression. Alors pression sur quoi? Apple va pas abandonner Apple TV+. Tu vois, maintenant c'est lancé. Non, je sais pas. Donc. Non, mais peut-être qu'ils ont d'autres choses à vouloir négocier derrière, notamment les certifications. Ou... Bah tiens, Grégoboul pose une vraie question. Pour lutter contre le risque de piratage, captation de flux, ou c'est juste de la politique? Alors je t'explique un truc. AirPlay est compatible HDMI, oui, HDCP. Donc du coup, tu ne peux pas, même l'Apple TV est HDCP, donc tu ne peux pas enregistrer ce qui se passe dessus. Donc voilà. Ouais. Je croyais qu'Apple, c'était Apple qui était fermé. Non mais je hurle. Eh oui. Non, là c'est Netflix qui fait ce choix-là. C'est Netflix qui fait ce choix-là. Et encore une fois, purement politique. C'est comme quand Amazon décide de pas vendre des Chromecast sur sa plateforme parce qu'ils ont le Fire TV Stick. Voilà. Ils vendaient pas d'Apple TV non plus jusqu'à il y a pas très longtemps. La joie de la maîtrise de son écosystème. Bah oui. Donc Apple maîtrise complètement dans son écosystème, du coup, bah voilà. Donc c'est une merveille sans nom. Voilà.
Bon. Le barbecue était très bon, dit Nico Poppy dans la chatroom. Très bien, merci. On est content de le savoir. Merci, ça nous fait plaisir. Allez, on va enchaîner sur la grosse news, ou plutôt la grosse explication. Ah ouais. Et on va parler d'IA, du coup, de machine learning notamment, et de Amazon, puisqu'on va revenir chez eux, plutôt d'AWS. Voilà, alors du coup, je suis allé en début avril, donc la semaine dernière, si vous regardez en live, au AWS Summit à Paris, qui était le salon professionnel autour des services Amazon, des web services Amazon. Et c'était aussi la première apparition, la première session pour la Deep Racer League. Vous savez, cette course de voitures autonomes pilotée par l'intelligence artificielle. Ouais. Alors attends, avant de continuer plus, vas-y. Il y a Google qui dit pas de lien entre le fait qu'Apple TV ne soit pas compatible avec les nouveaux films à choix de suite, comme Black Mirror et tout ça. Ah, c'est pas con ça. Alors en fait, il faut savoir un truc. C'est que sur l'Apple TV, vous avez deux choix. Soit vous utilisez le player natif. Donc en gros, vous lancez le flux vidéo et c'est le player natif d'Apple qui va décoder le flux et qui va le lire. Soit vous avez votre propre player. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, des apps comme Plex par exemple avaient son propre player, ce qui d'ailleurs forçait au transcodage. Ils sont passés sur le player natif, donc avec les codecs pris nativement, donc H264, H265 sur les dernières versions et tout ça. Du coup, plus besoin de transcodage, ça lit le fichier brut directement via le player. Il y a plein d'applis comme ça qui ont leur propre player aussi. Par exemple, les applis comme Twitchy et ce genre de trucs utilisent leur propre player de streaming. Netflix avait son propre player de streaming dans son appli sur les Apple TV avant qu'il y ait tvOS. Mais quand tvOS est sorti, je sais pas si c'était par fainéantise ou pas, mais ils ont pris le player d'Apple. Le player d'Apple qui forcément ne gère pas les commandes dans les films. Bien sûr. C'est le player d'Apple. Et donc, c'est une des explications pour lesquelles, par exemple, ces films à choix interactifs n'existent pas. C'est parce qu'ils utilisent le player natif, en fait. Après, il y a peut-être de limitations. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines API, ou notamment du décodage hardware, qui est peut-être dispo qu'avec le player natif. Ben, ça, c'était le cas avant. Ça l'est plus maintenant, en fait. Voilà. Bon, il y a peut-être des choses comme ça. C'est peut-être là-dessus aussi qu'ils essaient de négocier des choses. Mais après, pour deux films qui, de toute façon, ne sont déjà pas compatibles aujourd'hui, dire on arrête AirPlay, c'est un peu débile. Non, mais peut-être qu'ils ont nous en plein dans les cartons en fait. Oui, bien sûr. Peut-être qu'ils ont envie de miser dessus et que du coup ils essaient de faire pression pour pouvoir diffuser plus ce genre de film-là. C'est un vrai facteur de différenciation de Netflix, hein, ces films en branchement multiple. Hein. Ouais. Bon, mais on sait pas tout là-dessus. Non, exactement. Mais c'est clairement là pour moi, c'était un move politique. Là. Oui, je pense aussi. Bon, on repart donc, sur AWS. Tout ça, il y avait la Deep Racer League. Rien que ça. Deep Racer League. Alors du coup, c'est l'endroit où je me suis le plus amusé là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est la Deep Racer League? C'était vraiment chiant. Le reste, c'était très business, c'est très chiant. Acheter ma techno. Ouais. Voilà. Donc la Deep Racer League, c'est une course de voitures autonomes, donc des voitures miniatures qui sont pilotées par l'intelligence artificielle. Du coup, avec donc ça se passe sur un circuit. Vous entraînez vous-même votre algorithme d'intelligence sur la voiture, et après la voiture est autonome pour faire le tour de ce circuit. Le but, c'est de faire le tour le plus rapidement possible en restant sur la piste. Voilà. Alors, je vais vous détailler un petit peu ça. Le principe, c'est sur la piste, tu fais bien de le préciser. Ouais. Le principe, c'est de vous faire appréhender un petit peu de manière ludique le Deep Reinforcement Learning, et surtout de vous mettre un pied, évidemment, dans les services AWS qui permettent de faire fonctionner tout ça. Alors, on va commencer par ça. Voilà, du coup, ils incrustent pas dans le bon ordre. Donc, la voiture que vous allez piloter, c'est celle-ci. Donc, c'est une voiture... Que vous allez piloter, c'est un grand mot, hein. Que vous allez faire piloter. Voilà. C'est une voiture télécommandée relativement classique, hein, donc avec moteur électrique, servomoteur, tout ça. Sauf qu'elle embarque du coup une carte qui va exécuter votre algorithme. Ouais. Il y a une caméra devant, puisque le 1A c'est l'avant de la voiture, donc la petite caméra qui permet de capter. Ouais, on voit le châssis, enfin le châssis, la carrosserie à droite, et on voit que effectivement l'avant c'est la partie noire, c'est l'œil, c'est le gris. L'œil, voilà. Donc après les batteries, les machins, tout ça. Donc ça c'est ce qu'il y a dans le kit. Mais non, c'est un cube hein, d'ailleurs. On voit pas très bien ici, mais c'est un cube. Oui, c'est un cube sur le. Ah ouais, tout à fait. Le circuit sur lequel vous allez évoluer, il est complètement normé puisque ça fait partie de la ligue. Donc il y a des virages, il y a des dimensions, tout ça. Donc si vous voulez le reproduire chez vous, vous pouvez le faire. Voilà. La Ligue Deep Racer, qui est celle-ci. Voilà. Alors, en même temps que je vais vous parler de tout ça, on va mettre quelques petites images merveilleuses. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est vidéo prise par notre ami Jean-Philippe Ancos, donc de chez Viséo. Vous voyez du coup le stand du AWS Summit. Vous allez voir, il y a une Zoé connectée, il y a tous les stands très business. Et on se promène un petit peu en plein milieu. Donc là, il y avait des stands sur le jeu vidéo.
Ouais, Intéressant. Ils poussaient aussi à leur plateforme de jeux vidéo hébergée chez eux. Et donc là, vous avez le stand WS, donc où la compétition se tenait, tu as beaucoup de monde amassé autour. Donc tel circuit, donc je vous ai montré tout à l'heure, et les voitures du coup qui évoluent dessus. Alors c'était et qui se prend le mur. C'était une compétition, donc chacun, donc tu as une personne, tu vois, qui rentre en fait sur le terrain, qui au milieu, le mec avec son béret, et qui va devenir le pilote de la voiture le temps de la course. Hop. Rien vu. On revient. Ouais, voilà. Donc cette personne-là, elle vient avec son algo, en fait, avec le compte, il y a un stand sur lequel elle vient le récupérer, il le charge dans la voiture, il exécute le parcours derrière. Voilà. Alors ça c'est intéressant, du coup comment ça se passe derrière? Donc je vais vous détailler un petit peu les algos qu'il y a derrière, puisque ça me passionne. Donc on va parler de Reinforcement Learning. Alors ça c'est un petit peu un schéma qui va vous cartographier un petit peu les différentes formes d'intelligence artificielle. Donc dedans on a le machine learning, donc qui est l'apprentissage automatique. Et dedans l'apprentissage automatique, on va retrouver plusieurs catégories. Donc l'apprentissage supervisé, donc qui est celui qu'on retrouve le plus fréquemment. Ça veut dire qu'on envoie des entrées dans un système et on connaît ce qu'on souhaite avoir en sortie. Et tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on va ajuster les paramètres jusqu'à se rapprocher le plus de ce qu'on veut attendre. Donc ça c'est l'apprentissage supervisé. C'est là-dessus qu'on va retrouver tout ce qui va être reconnaissance d'image, de visage, de tout ça machin principalement. Ouais. Il y a le non supervisé qui sert notamment de la classification. Et après, il y a le Reinforcement Learning qui est une autre discipline. Ton préféré là-dedans. Je sais pas, non, j'ai pas de préféré, mais c'est celui qui est plus intéressant parce que c'est là où tu peux faire émerger en fait des comportements par rapport à des situations que tu n'as pas encore rencontrées, l'adaptabilité et tout ça. C'est là aussi où les mathématiques piquent le plus également, donc voilà. Alors du coup, voilà, le supervisé, du coup j'aurais dû vous expliquer ça. Ouais, voilà, on avait là. Voilà. Donc le supervisé, c'est voilà, on a des données, on sait ce qu'on veut en sortie. Le non supervisé, on n'a pas de label sur les données, donc il se débrouille. Et après le renforcement, c'est on va en fait ajuster le système en fonction d'une note qu'on va attribuer aux actions qu'il va. Là c'est bien, là c'est pas bien. Voilà. Là c'est bien, là c'est pas bien. Voilà. Donc on va récompenser le système s'il agit bien comme on le souhaite, ou du coup le punir s'il agit pas bien. Allez, je te rajoute 2 watts de plus dans la batterie. Allez, c'est pour moi. C'est un peu ça. Alors du coup, appliquer la voiture, ça se passe comment? On a un modèle donc, qui est ce qu'on a entraîné, l'algorithme qu'on a entraîné, on y reviendra. Ouais. On a notre agent qui est du coup ici la voiture, le véhicule. Il y a différentes actions qu'elle peut faire, donc elle peut tourner beaucoup, tourner à droite, tourner à gauche, elle peut freiner, accélérer. Et il y a l'environnement. Un biscroc, c'est ça. Il y a l'environnement autour d'elle, donc qui est le fameux circuit. Et il y a le but qu'elle souhaite atteindre, qui est la ligne d'arrivée. Le plus vite possible. Alors, déjà la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. Le plus vite possible, ça fait partie du renforcement et de ce que tu vas lui donner. Alors comment ça se passe la voiture? Voilà. Donc la voiture, l'agent, elle évolue dans l'environnement et à chaque fois, donc comment ça se passe? En fait, 10 fois par seconde, elle va capturer une image du circuit. Elle va analyser cette image-là. Elle va exécuter du coup en fonction de cette image-là votre algorithme pour savoir quelle décision elle doit prendre. Elle va appliquer cette action. Elle va reconstater l'état, donc vous voyez la flèche qui repart, la mesure de l'état, donc elle va reprendre une nouvelle image, et en fonction de ça, elle va calculer une récompense, donc ton algo va calculer une récompense, et du coup elle va dire oui c'est pas bien, oui c'est bien, et du coup elle va savoir si c'était la bonne ou pas la bonne action à faire. Voilà. Par rapport à ça, on va retrouver 2 notions que vous avez à droite, là, qui sont la value function et la policy function. Il y a 2 choses, c'est-à-dire que pour calculer en fait si c'est la bonne action à faire, il faut savoir que le calcul de la récompense se fait sur la globalité de l'exécution de l'entraînement de la voiture. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle a fait une action qu'elle s'arrête à juste le constat de suite derrière du fait que ce soit une bonne action. Il faut que cette action soit prise en compte dans l'ensemble du parcours de l'évolution de la voiture dans le circuit. Bien sûr. Voilà, donc ces algos n'ont pas une vision long-termiste. Ce qu'il faut, c'est que la note globale que tu vas attribuer sur la récompense soit prenne en compte l'ensemble des actions et l'ensemble des récompenses faites sur tout le tour de circuit. Donc ça, c'est pour l'équivalent de la fonction d'évaluation de la valeur de la récompense de notre modèle. Voilà. Par rapport à ça, il y a plusieurs algos qui permettent d'aller optimiser et entraîner le modèle de la voiture pour apprendre en fait à évoluer dedans. Alors j'ai enlevé la capture, parce que je parle beaucoup avec les mains. Hop. Donc il y a 2 approches différentes. Il y a soit on va se dire, je vais chercher à modéliser une fonction mathématique qui va représenter la manière dont je vais pouvoir calculer cette valeur-là. Okay. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va explorer toutes les possibilités dans l'environnement dans lequel on est,
de l'environnement et de positionnement de la voiture pour se dire, ben, en fonction de quelle position dans laquelle je suis, quel état je sais que je sais qu'il faut que je prenne telle action. Dans quelle étagère on va savoir quelle est l'action que je dois faire parce que je sais que, de manière absolue, ça sera celle-là qui me mènera sur le chemin de la suite des actions qui me mènera à la meilleure note. Donc ça veut dire qu'on va modéliser complètement tout le système. Ça reviendrait à se dire que au jeu d'échecs, à chaque mouvement, on va calculer l'ensemble des mouvements possibles et savoir du coup précisément quel est celui qui est le meilleur parmi tout ça. Donc ça, c'est une des possibilités, mais c'est extrêmement coûteux parce qu'il faut, dans un système comme ça, il faut s'imaginer qu'il faudrait évaluer toutes les positions possibles, tous les états possibles de la voiture, dans l'ensemble du circuit. Donc je vous laisse imaginer les combinatoires et le nombre de possibilités à calculer, c'est juste énorme. Donc ça, c'est pas une approche, c'est une approche qui est possible, qui existe dans le renforcement, mais c'est pas celle-là qui a été choisie dans ces algos pour Deep Racer League, c'est plutôt l'inverse, c'est se dire, je vais chercher à prendre en compte une politique, en fait, pour prendre des décisions plutôt sur les états et les actions qu'on a déjà explorées. Donc on va se dire, ben, je sais que dans une situation proche de celle-ci, la meilleure action à prendre en fonction de ce contexte-là serait celle-ci en passant par là-bas. Voilà. Donc on n'est pas dans de l'absolu, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus du coup rapide à calculer et beaucoup plus rapide à exécuter également derrière. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Donc pour faire ça, on a besoin de quelque chose qui est fondamental dans tous les cas, c'est une fonction de récompense. Et en fait, c'est tout l'enjeu de ce jeu. Donc ce jeu sur le Deep Racer League, c'est d'implémenter toi-même ta fonction de récompense. C'est-à-dire que tu dis, ben, comment tu souhaites récompenser ta voiture ou punir ta voiture en fonction des actions qu'elle prend en compte. Et donc ça, ben, en fait... Je vais te crever les pneus. Comment ça se passe? Tu vas sur la plateforme AWS. Donc tout ça, c'est disponible gratuitement, dans une certaine mesure, puisque c'est un temps d'exécution qui t'est fourni gratuitement. Ouais. Tu peux t'inscrire dans AWS Deep Racer, vous avez la page ici, il y a toute une documentation, y compris en français, donc tout ça c'est documenté en français, bien. Avec tous les algos et tous les services AWS derrière. Et parmi les premiers exemples, eh bien, vous allez pouvoir tweaker une fonction de récompense qui est, dans les premiers exemples, qui est celle-ci. Donc elle est écrite en Python. Il faut savoir que vous allez pouvoir rentrer dans la complexité pas à pas. C'est-à-dire que soit vous n'êtes pas du tout adepte d'écrire du code et de modifier ces paramètres-là, et dans ce cas-là, au AWS Summit, il y avait possibilité d'entraîner juste avec des curseurs en disant bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. Et du coup, t'entraîner ta voiture avec juste ces boutons-là. Soit tu rentres dans l'algo et tu crées du coup cette fonction-là. Donc c'est une fonction, tu vois, relativement simple, hein, tu as une dizaine de lignes de code à tout casser, si tu enlèves les commentaires, qui va juste dire, bah, tu vois, si... Alors, en paramètre, elle prend du coup la position de la voiture, la distance par rapport au centre de la piste, l'orientation, donc quel est l'angle par rapport à la piste, à quel niveau de progression elle est, quelle est la rapidité, etc. Et plein d'autres paramètres. Et en fonction de tous ces paramètres-là, tu vas lui dire bien, pas bien. C'est juste ça. Donc tu vois, tu ajustes avec plus 1, moins 1, tu multiplies, etc. C'est vraiment du coup je tourne des boutons jusqu'à trouver la bonne valeur. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas entraîner ton modèle sur ta voiture pour dire bah, maintenant que j'ai cette fonction de récompense, je vais la charger, ou l'exécuter, ou la simuler sur ma voiture, et ils te mettent à disposition également dans leur plateforme le simulateur. Un simulateur. Donc voilà, qui va exécuter tout ça. Donc là, c'est le Robot Maker, qui est un environnement dédié à tout ce qui est robotique. Et ils vont appliquer ça, et tu vas pouvoir voir ta voiture qui va évoluer dedans. C'est un Trackmania en plus compliqué. Ah, exactement. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que tu vas être capable d'inspecter, donc l'équivalent de débugger, tu sais, pas à pas, comme pour ceux qui font la programmation. Les mecs qui font du Trackmania avec une IA. Mais ça serait génial. Mais c'est exactement ça. Ouais, la balésitude. Le contrôle dans l'espace, pour faire des trucs en l'air et tout ça. Donc tu vas pouvoir du coup avancer pas à pas. Donc tu vas avoir en bas à gauche l'image temps réel de ce que voit ta voiture, et analyser l'ensemble des différentes valeurs des capteurs et des paramètres d'entrée de ta fonction. Tu vois, tu lui dis suis la ligne en pointillé jaune et c'est bon. Non, c'est pas si simple que ça. C'est moins joli, tout à fait. Et en fonction de ça, du coup, quand tu vas entraîner ta voiture, tu vas voir ça, du coup, qui est l'évolution de la récompense que tu vas avoir dans la phase d'entraînement. Donc tu vois que, au fur et à mesure de l'entraînement, ça évolue, etc. Voilà. Pour tout ça, du coup, tu avais des gens qui s'amusaient à faire tourner leur voiture. Magnifique. Voilà. Donc là, tu vois, tu avais une personne qui avait entraîné la voiture, donc tu vois que... Tu vois, elle réagit, elle tourne. Donc sortie de piste, c'est la panique, donc il te remet l'endroit où tu es sorti et c'est reparti. Hop, voilà, le raccourci Mario Kart, là, on t'a vu. Exactement, voilà. Bon, il y avait vraiment de tout, il y a des algos qui marchaient pas bien, des algos qui marchaient vraiment très 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 bien. Il y avait un gars qui avait fait un chrono de fou, il est passé plusieurs fois.
et à chaque fois il s'améliorait, et à la fin il était vraiment très largement devant tout le monde. Non mais franchement ça marchait bien. Là tu vois s'améliorait toute seule, c'est pas lui. Tu vois que la voiture... Non, parce qu'en fait la voiture elle s'entraîne pas sur la piste, ici elle s'entraîne de manière simulée, oui. Et là c'est juste l'application en réel de l'algo qui était entraîné avant. Voilà. Pas mal. Alors il faut savoir quand même que y a un truc qui change fondamentalement, c'est que entre la simulation et le réel, eh bien, les conditions sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire que en simulation, c'est bien, tout est cadré, c'est complètement maîtrisé. Dans le réel, t'as du bruit, t'as l'éclairage qui est pas le même, les effets de lumière et tout ça, qui font que la captation et tout ça fait que ça va pas être exactement le même environnement et la même condition d'exécution. Donc ça change. Ce qui fonctionne sur simulateur ne fonctionne pas forcément dans la vraie vie. Voilà. Alors, un dernier truc que je voulais vous présenter, c'est que si on veut parler vraiment de réseau de neurones, il faut savoir qu'il y en a deux qui sont assemblés là-dedans. Il y a un premier en fait qui est fourni par AWS, qui est celui qui va faire tout ce qui est captation et analyse de l'image. Donc capter les images et analyser où se trouve la voiture et tous ces paramètres-là, c'est eux qui vous le fournissent et c'est fait avec un réseau convolutionnel comme on a l'habitude de voir dans la reconnaissance d'images. Et après, donc ils font de la feature extraction, donc en fait ils vont pas faire de l'analyse d'image jusqu'au bout, ça reste une étape avant. Et c'est tous ces paramètres-là qui vont alimenter du coup la partie que vous allez entraîner. Et qui, elle, aura comme paramètre de sortie, du coup, les différentes actions possibles, hein, tourne à gauche, à droite, accélère, freine et tout ça. Voilà. Classique. Pas mal. Bon, et du coup, à part ça, c'était cool. Oui, non, c'était sympa. La bouffe était très bonne. Hein. Ça, par contre, c'est un truc de fou. Non, mais à volonté, dans tous les sens, c'est un truc de malade. Voilà. Il faudra y aller avec Audrey la prochaine fois. Alors. On va parler de navigateur, de Edgemium ou de Chrome Edge ou de Microsoft Edge sur Chromium, puisque ça y est, officiellement, Microsoft a sorti les premières versions de Edge sur le moteur de Chromium. Non, je sais pas. Voilà, donc il y a un site dédié donc pour tous ceux qui étaient abonnés à la newsletter de Edge Insider, puisqu'il appelle comme ça le site web. Tu vas pouvoir récupérer les premières versions. Le site web, voilà, donc Let's Build Together, blablabla. Donc tu as le gros bouton download. Tu peux récupérer plusieurs versions, puisque tu as 3 canaux de diffusion de versions. Le beta channel. Le Canary, donc qui est celui qui est mis à jour tous les jours, avec des dernières versions de dev mais qui sont même pas testées, le dev qui est mis à jour toutes les semaines, et la bêta qui est l'équivalent d'un slow ring, donc qui est mis à jour toutes les 6 semaines avec des fonctions qui sont un peu plus stabilisées, voilà, qui n'est pas encore totalement disponible. Pour l'instant c'est pas sur toutes les plateformes, il manque macOS, il manque d'autres trucs, mais ça va arriver également. Voilà. Donc ils communiquent bien dessus, on vous écoute, on participe à l'open source, on s'appuie sur Chromium, mais on participe également en retour en proposant des améliorations, tout ça, blablabla, beaucoup de communication. Ils ont surtout exposé tout ce qu'ils ont retiré, enlevé ou remplacé. Donc là, en fait, tu vois la grosse liste de tout ce qui est service Google, grosso modo, dedans. Allez, crac, tu sors. Donc par rapport à Chrome, tout ça, c'est enlevé ou remplacé par les propres services chez Microsoft. Hein, voilà. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui manque dans l'utilisation au quotidien, de ce que j'ai pu en voir de quelques jours d'utilisation. Qu'est-ce qui change dedans d'intéressant ? Ils ont fait un gros travail sur ce qui est accessibilité, puisque c'est un peu leur marque chez Microsoft de communiquer sur l'accessibilité des applications. Ils ont également commencé à travailler sur la version ARM 64 bits. Puisqu'on a Windows 10 sur ARM. Oui, donc il serait temps de débarquer avec un navigateur compatible. Les premières modifications ont été remontées, ils ont déjà proposé pas mal de choses dans Chromium, et il y a même des tiers qui ont réussi à compiler du coup une version de Chromium pour ARM64 et qui l'ont fait fonctionner. Donc ça commence à arriver. Ils ont travaillé également sur l'interface Touch pour les écrans tactiles, sur le défilement smooth scrolling, voilà, avec des beaux schémas pour te dire, on a vachement amélioré ça, ils étaient vraiment pas balèzes chez Chrome avant qu'on arrive. Chez Edge. Non, Chrome. Chez Chrome. Oui, c'est Microsoft qui a amélioré ça. C'est ça. Et surtout, ils ont entamé un énorme travail sur la performance, et notamment l'autonomie et la consommation de batterie. Ouf. Donc la consommation de mémoire, d'une part. Donc ils expliquent. Alors, ils sont très bien placés pour analyser ça, notamment chez dans Windows. Étonnant qu'ils soient bien placés. Et du coup, ils font un vrai travail qui repousse dans le moteur initial de Chromium. Donc c'est un vrai travail qui a bénéficié à tout le monde. Hein. Donc c'est pas rien, c'est pas que pour eux. Également un travail sur les performances et la batterie. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Ils comparent en l'état, y compris avec Edge actuel. Voilà. Ah oui, Edge HTML, je voyais. Ouais, ils comparent par rapport à Edge. Oui, il appelle Edge HTML. C'est le moteur de rendu HTML de Edge en fait. Ah ok. Dedans, anciennement Trident pour ceux qui connaissent dans iOS, voilà.
Voilà, ils ont fait un vrai travail sur la vidéo également, puisque Edge a toujours été supérieur à Chrome au niveau du traitement de la vidéo. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu avais des trucs comme les conférences Apple en direct sur Edge et pas sur Chrome. Du coup, ils ont un petit peu fait avancer également ça, du point de vue de leur navigateur, en intégrant tout ce qui est codec et DRM. Donc ça, ils peuvent pas l'intégrer dans le Chromium, puisque c'est l'open source, donc c'est Microsoft qui détient des licences pour ces DRM, du coup c'est eux qui l'encapsulent dans leur navigateur. Et donc là, pour le coup, le Edge basé sur Chromium est mieux fourni que Chromium ne peut l'être actuellement. Voilà. Et après, il y a tout un travail d'intégration dans Windows avec Windows Hello, la sécurité, l'authentification sur le web et tout ça qui a été également porté. Voilà. Moi, j'ai une petite blague à faire pour les développeurs web qui sont avec nous, qui nous regardent. C'est évidemment une des modifications qu'ils ont faites, c'est dans le User Agent, vous savez, cette chaîne qui décrit le navigateur du point de vue des pages web, c'est-à-dire que comment il se présente. C'est une liste sans fin, tous les noms des navigateurs sont rajoutés dedans petit à petit, et là donc ils ont rajouté à la fin Edge, mais sans le E. Sans le E. Ouais. Pour dire on est Edge, mais comme Edge avec le E, ça a déjà été pris, et il y a des gens qui détectent que c'était ça, et du coup ils adaptent des trucs et tout ça, pour pas péter la compatibilité, on enlève le E, voilà. Ça devient vraiment n'importe quoi le User Agent. Bref, voilà. Pas mal. Eh ben. Pendant que je suis en train de décéder de la gorge. C'est clair. Du coup, je vais te laisser terminer. Yep. Allez, moi je vais vous parler de Ikea et Sonos. Ikea. Évidemment. D'ailleurs, la police Sonos, c'est presque la vraie police Sonos. C'est propre. C'est propre. C'est fait exprès. Non, pas du tout. Alors, je vais te montrer la preuve, regarde. Regarde Sonos. Ah, c'est joli. Presque. Ah, pas du tout, là n'est pas le bon. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié. Pardon, excuse-moi. Oui. Je réponds à Rusher Ranger, du coup, salut, qui nous dit si Edge supporte maintenant les extensions Chrome, je vais changer. Mais oui, il les supporte, puisque c'est les mêmes. Il y a un petit bidouille à faire. Ouais. Du coup, vous pouvez même utiliser l'extension pour l'affiliation sur Amazon et tout ça, qui fonctionne dessus. Voilà, exactement. Merci. Désolé. Allez, non, mais pas tout de suite. Sonos et Ikea qui sont associés pour sortir des enceintes connectées. Alors, le partenariat avait été annoncé déjà l'année dernière. Là, depuis, ils ont annoncé un partenariat avec Xiaomi aussi sur la partie domotique. On n'en sait pas plus pour le moment, mais ça va débarquer, je pense, à la rentrée prochaine, pour rendre la domotique accessible. Et bien là, c'est le son multi-room que Ikea a voulu rendre accessible en s'associant à Sonos. Bon, sachant que Sonos est accessible en termes de tarifs, c'est pas ce qui rime le plus, hein. C'est pas faux. Donc là, on voit il y a deux types d'enceintes. Donc celle qui est fixée au mur, là, la rectangulaire, qui peut d'ailleurs se fixer à l'horizontale et qui sert du coup d'étagère. Avec un magnifique fil bien voyant. Ouais. Et la lampe qui fait aussi, on dirait un truc imprimé en 3D, la lampe. Faudrait voir en vrai, mais. J'essaie de trouver à quoi ça me fait penser, mais. Ouais, mais non. Alors, du coup, ne cherchons pas. Du coup, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'elles ont le même profil audio que les Sonos Player One, je crois que c'est. C'est la petite enceinte. Ouais, oui. Qui vaut presque 200 € d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Abordable, c'est ça qu'on a dit. Non. Oui, mais là, elle est qu'à 100. Ah, ça va. Pas la lampe, hein, mais le truc rectangulaire, lui, là. Lui, il est qu'à, entre guillemets, qu'à 100 €. Mais ils ont des murs en carton dans leur maison chez ouais, Ikea. mais non, mais là, c'est pour la démo, tu sais. Ah, ok. Voilà, c'est merveilleux. Un truc à savoir, c'est que ça fait la largeur d'une case Galax. Mais c'est merveilleux. Mais oui, parce que quand tu le mets dans un Galax, eh ben, du coup, ça te prend pas de place, tu vois, tu le mets en bas et voilà. Ou tu peux la fixer en haut, d'ailleurs, si tu veux. La fixer au mur, tu peux mettre quoi dessus? C'est petit. Alors, a priori, c'est pas si petit que ça, hein, quand tu vois par rapport à la prise ou au verre. Alors, tu peux poser des verres dessus. C'est ce qu'elles disent toutes, non? C'est ce que tu leur dis? Non, c'est ce que j'aimerais leur dire. C'est pas si petit que ça, je te rassure. Hein. Alors, il faut savoir quand même un truc, c'est les tarifs, hein, c'est 100 € pour la rectangulaire. Ça reste moins cher qu'une Sonos classique. Ouais. Et c'est 180 par contre pour celle qui fait lampe. Bon, ça, je trouve ça un peu cher et puis c'est pas très très beau. Accessoirement, celle qui est à 100 €, les deux même d'ailleurs, n'ont pas de micro. Donc il n'y a pas les assistants vocaux intégrés. Parce qu'il faut savoir que la particularité de Sonos, c'est que tu avais accès à Bernadette et à Google Assistant. Et là, du coup, tu n'y as pas accès. Ils ont retiré. C'est vraiment de l'enceinte Bluetooth. Par deux, hein. C'est vrai. Multi-room. Donc ça signifie quand même que tu as l'appli Sonos qui fonctionne avec. Donc tu peux balancer la musique sur tous tes appareils dans n'importe quelle pièce. Il te faut une Bernadette à côté pour dire je lance telle musique et qu'elle diffuse là-dessus. Non, mais si tu veux vraiment la partie, et alors en plus c'est compatible AirPlay 2. Donc pour les gens qui sont dans l'écosystème comme Netflix. Ah non, pardon. Non. D'ailleurs je crois qu'elle doit être sur Spotify Connect aussi. Ah oui. Mais AirPlay 2. Donc du coup tu peux faire du multi-room Apple machin. Merci Judge pour le Twitch Prime. Merci.
Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, connecté en Wi-Fi, tout ça, machin. Pas de micro. Bon. Mais je trouve que c'est pas mal. Franchement, une enceinte à 100 €. En plus, c'est fait pour être intégré. Très clairement, ce truc, faut pas se leurrer. Bien sûr, c'est rectangulaire, machin. Mais même la lampe, elle est moche. Bah, la lampe, elle est pas faite pour être intégrée, mais la lampe, elle est faite pour pas être achetée. Sincèrement, 180 € pour ça. Soit vous avez très mauvais goût, soit vous avez beaucoup trop d'argent. Et dans ce cas-là, il vaut mieux nous faire un don. Mais... La conclusion est parfaite. Ouais, la conclusion est parfaite. Mais voilà. Donc sinon, moi, je trouve ça pas mal. Voilà. Alors, on finit rapidement sur 2 petites news. Yep. Vous pouvez maintenant retirer ce périphérique en toute sécurité. Voilà, sans attendre ce message qui va apparaître, puisque Microsoft a fait le changement radical. C'était chiant ça. Jusqu'à présent, il fallait éjecter votre périphérique USB pour être sûr que les données soient écrites et pas corrompues quand tu l'arraches. C'est ça. Maintenant, ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule, même radicalement, puisque ils ont modifié les mises à jour, les Windows 10. Oui, parce que par défaut, maintenant, il n'y a plus besoin de faire cette éjection-là. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, il y avait 2 modes de fonctionnement sur les clés, sur les clés USB, enfin sur le stockage et les applis qui stockaient dessus. Ouais. J'ai oublié le nom d'ailleurs. L'autre c'est Quick, je sais plus quoi. Quick Load, c'était Quick Unload, Quick Eject. C'était Performance et Quick, Quick machin. Je sais plus quoi, Quick Eject. Ouais. Bon bref, et en gros le performance, en gros il y avait un système de cache et c'était ça qui faisait problème. En écriture. Dès que vous retiriez la clé sans passer par là, il avait pas le temps de réécrire tout ce qui était en cache forcément et donc il niquait les données de la clé. Ils ont abandonné ce mode-là. Le mode performance disparaît. Maintenant, de toute façon, honnêtement, les mémoires flash ont des débits suffisants, surtout en USB 3. Il n'y a plus besoin de passer par ce système-là, qui est un truc hérité de Windows 98, quoi, enfin, ou XP. Surtout des stockages lents des stockages lents de l'époque, voilà. Disques durs mécaniques. Oui, mais même pas que. Parce que les premiers même les clés USB, c'était n'importe quoi. Moi, j'avais une clé USB de 64... Non, de 128 mégas. Ouais. 128 mégas. Pour écrire dessus. Ouais, voilà. C'était quelque chose, quoi. Donc, bref. Depuis XP, je retire mes clés à la sauvage. Bon, bah, voilà. Donc voilà, plus besoin d'aller cliquer sur de rechercher cette icône et cliquer dessus pour éjecter au périphérique. C'est bon, ça marche. C'est nickel. Goodbye. Allez, on finit sur la magnifique image du jour. Oui. Le 10 avril magnifique. A été la première diffusion d'une image d'un trou noir. Regardez-moi ça si c'est pas alors magnifique. On parle vraiment d'un trou noir de l'espace, hein, je précise. Voilà, exactement. Non, ce n'est pas une photo prise dans le noir de quelqu'un. C'est une photo prise à l'intérieur d'un anus. Donc c'est un trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87. On s'attendait à avoir également un autre trou noir, celui du centre de notre galaxie, à nous. Mais non, il n'a pas encore été diffusé. Voilà, donc un trou noir supermassif, c'est alors c'est pas une photo prise avec un appareil photo dans l'espace, hein, non. Ça a pris pas mal de temps, notamment avec des super ordinateurs pour calculer ça. Il y a eu 8 télescopes répartis sur 5 continents qui ont travaillé pour collecter en fait ces données, des radiotélescopes, des centaines de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, et beaucoup de données collectées. Tout ça a été assemblé et a produit cette image-là. Donc c'est pas une captation de lumière, mais plutôt c'est un résultat d'un calcul de pas mal de données collectées. Voilà, le projet c'est Event Horizon, donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur pourquoi cette image, la forme qu'elle prend et à quoi on devait s'attendre, je vous renvoie vers la chaîne, alors elle est en anglais par contre, mais elle est très bien expliquée, c'est Veritasium. Vous verrez, c'est un petit VE en bleu qui explique très bien pourquoi on a ça et à quoi on devait s'attendre. Et la conclusion de tout ça, c'est que ça confirme déjà l'existence des trous noirs, cette image, c'est la base. Et après, ce que ça confirme aussi, c'est que tous les calculs théoriques qui avaient été faits, simulés en laboratoire sur ce qu'on pensait voir, ont été confirmés. Non, c'est pas ça la vraie conclusion, mais... Et du coup, après tu feras ta conclusion, et après du coup, ça valide la théorie de la relativité générale sur tout ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion autour des trous noirs. Voilà. C'est ça. Non, la vraie conclusion, c'est qu'il aurait fallu envoyer un Huawei P30 Pro pour prendre la photo, qui aurait été nette, y compris dans le noir. Et on aurait pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur du trou noir, du coup. C'est parfait. Ils nous ont fait la démo de ce qu'on voyait dans la salle qui était dans le noir. Donc voilà, c'est tout. Huawei, vous avez raté... Franchement, moi, j'aurais été le CM de Huawei. C'est clair. J'aurais pris la photo et j'aurais mis un truc à l'intérieur du trou noir en disant si ça avait été pris par un P30 Pro, on aurait vu l'intérieur du trou noir. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés il y a pas mal de mèmes qui diffusent dessus. Oui. Firefox, notamment Mozilla, ils ont fait leur logo. Ah, regardez, c'est le logo de Firefox. Mais oui. Il y a plein de trucs, bref. Mais oui. Voilà. Bon, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été là et encore si nombreux pour ceux qui sont en live. Pour nous retrouver, comment ça se passe? Sur Twitter, donc moi je suis un peu là, voilà, @ChrisKamikas, toi t'es là au milieu, @Cédric Bonnet, tout attaché. Exactement, ça ne change pas.
Si vous souhaitez nous soutenir comme Grégoboul ce soir, merci à lui beaucoup. Ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade. C'est grâce à vous que je vais peut-être pouvoir me racheter une voix pour le prochain épisode. Ouais, et alors le truc bien, c'est le Tipeee a évolué. Hein. Maintenant, dès 10 € par mois, vous avez l'accès VIP au Slack. Et les réunions mensuelles, il y en a eu une hier. Hein. Vous étiez 6 ou 7, je sais plus. Et c'était sympa. C'était vraiment sympa. Maintenant, on est un peu plus nombreux aux réunions, donc voilà. Et en fait, on fait un bilan financier de tout ce qui se passe, machin, les projets, tout ça. Donc ils ont eu des infos avant vous, certains, au moins 2. Et ils ont eu d'ailleurs l'un des premiers stickers du palier 25, parce que maintenant, si vous nous soutenez à coût de 25 € par mois, je sais c'est beaucoup, mais il y en a. Il y en a 6 pour le moment. Vous recevez au moins 2 stickers exclusifs qui ne seront pas vendus sur la boutique. Et on a dévoilé l'un des premiers hier, qui est très con, donc, évidemment. Et ça sera pas les mêmes tous les mois. Ils vont être renouvelés. On envoie des trucs tous les mois et ça sera des méga collector. Ah oui, ultra rare collector et tout. Grave. Et c'est évidemment en rapport avec ce qui se passe dans les émissions et tout, quoi. Ah, ben oui. Et voilà. 7, s'il te plaît. Ah, il y a un upgrade, maintenant on est 7. Parfait, merci. Merci à toi. Voilà, pour retrouver l'actualité de la chaîne et de toutes les autres émissions qui sont produites, ça se passe sur studiorenegade.fr, /agenda si vous voulez voir le programme des prochaines diffusions. Et voilà, et nous, on vous dit à la semaine prochaine. C'est ça, à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Merci, ciao.